soit l'origine, quel que soit le motif, etc., il y a quand même, et c'est ce que vous disiez, il n'y a pas de sanction à la première. Si on remonte le parcours généralement délinquant, c'est la ni à la fameuse deuxième, première. ni à la troisième. Mais la Mais première, c'est l'essentiel. La vraie question, c'est est-ce que ça changerait Je ne sais pas, le docteur Maurice Berger dit que c'est essentiel. Oui, cette sanction-là, il y a quand même une chose. Il y a quand même une chose. Courte peine. Et immédiate. Oui, il y a quand même une chose sur laquelle je voulais réagir par rapport à ce que disait Driss Ghali, c'est que ce qu'on remarque aujourd'hui, je pense, c'est que la question du prétexte, de la futilité des prétextes, vous l'avez rappelé en introduction, c'est-à-dire on sort un coup de couteau pour l'autre jour, je crois que c'était ce fait divers où quelqu'un est bousculé, le type revient derrière lui à Lyon, je crois que c'est, et lui plante un couteau dans le dos. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une disproportion totale et un sentiment, et c'est là que la notion d'homme, de qui est un homme, de qui sommes-nous finalement, au niveau de la construction, parce qu'il s'agit aussi pas mal d'adolescents qui utilisent ce type d'armes, eh bien on va dire oui, les jeux vidéo, etc. Mais je crois pas, je crois que c'est une question de... Bien sûr, il y a plein de choses, il y a tout un tas de choses qui sont brisées, qui font que les individus aujourd'hui sont atomisés, se réfugient dans l'ultra-violence parce qu'ils ont une position à garder par rapport au groupe aussi, parce qu'ils vivent dans une société parallèle pour certains d'entre eux, et que je pense que le couteau, malheureusement, c'est l'objet le plus facile à trouver, à dissimuler, et c'est l'arme. On ne peut pas avoir d'armes en France. Aux États-Unis, vous avez les tueries de masse, parce que les armes sont en vente libre. En France, les armes sont plus réglementées. Mais vous avez cette ultra-violence qui contamine en effet tous ces gens qui sont quelque part, au niveau de leur être, complètement paumés. Et pourtant, l'Allemagne l'a fait en fermant ses frontières et en contrôlant pour 6 mois renouvelables. Pourquoi la France ne le fait pas si véritablement il y a urgence? On peut le faire de façon exceptionnelle, on l'a déjà fait. De toute façon, on peut le faire que de façon exceptionnelle, quitte à sortir des traités. Mais je crois que c'était d'ailleurs du même acabit. L'Allemagne a décidé de fermer ses frontières sur des questions sécuritaires liées justement au terrorisme de même nature. C'était le même article de loi européen qu'on a utilisé en 2015 pour lié à l'espace Schengen. Oui, c'est possible. Simplement, voilà, est-ce que c'est efficace? Bon, sans doute, mais voilà, dans quel est guerre, le tous les moyens de son côté, en tout cas, il est clair que vous avez raison sur la question de la circulation. On n'a pas pris, je pense, sur la question du narcotrafic, la mesure de l'ampleur des volumes d'argent échangés. C'est-à-dire qu'on est passé d'un trafic de drogue qui a toujours existé, dire la French Connection à Marseille, etc. Enfin, il y a eu des films et ça fait des années que ça existe, des dizaines d'années. Mais là, on est dans un trafic qui a explosé littéralement et pour lequel, il me semble, les forces de l'ordre et les administrations restent avec les mêmes moyens. C'est-à-dire que les narcos, d'un côté, eux, ont des moyens démultipliés, des manières d'exfiltrer, de gérer leur trafic à l'étranger. La plupart des gens des aides-mafias ou de Yoda sont à Dubaï ou dans d'autres pays. D'ailleurs, il y a eu des règlements de compte qui ont eu lieu à cause de différends entre ces chefs mafieux à Marseille avec des morts sur des contentieux qui ont eu lieu à l'étranger. Donc on est vraiment sur une internationalisation et c'est là où on peut parler de cartel et c'est là où on peut parler d'infrastructures qui sont plus simplement un petit trafic. Maintenant, nous, on reste en France avec les moyens de la police, les moyens de la justice qui restent... On reste en France aussi avec des tabous. On semble découvrir ces influenceurs algériens dont certains sont sous OQTF, mais ont quand même des communautés de 400 000 followers sur des chaînes, etc., etc. Mais je trouve que, d'abord, ce phénomène ne s'est pas implanté comme ça en quelques semaines. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont bâti ces communautés, qui ont bâti une stratégie, qui ont une communication en ligne bien particulière, effectivement actionnant un certain nombre de choses que nous pourrions considérer comme des choses qui devraient déclencher quelque chose. Mais en fait, je pense qu'on paye notre laxisme avant une influence maléfique de l'Algérie. L'Algérie, évidemment, profite opportunément de ces gens-là. On va dire, n'a même pas besoin, à mon sens, de les instrumentaliser. Je pense que c'est nous qui sommes ce que certains djihadistes en Syrie, à l'époque de l'État islamique, il y avait un de leurs théoriciens qui s'appelait Al-Souri, qui disait nous sommes le ventre mou
et nous taxer de ventre mou. C'est ça. Ça veut dire que nous tolérons des choses. Alors certes, au nom de la liberté, toutes les expressions, même des expressions, c'est la fameuse phrase de Voltaire. Quand il se love dans notre état de droit, quand il se love dans ce qu'on chérit le plus. Oui, mais dans ce cas, il faut intervenir quand il y a atteinte à la loi, parce qu'il y a quand même des lois qui interdisent les propos appelant au terrorisme, les propos appelant au viol, puisqu'apparemment c'est ce que ce monsieur a prononcé. Alors la loi, les juges, monsieur est là. Oui, mais ça aurait il est revenu dans l'avion. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'aurait pas dû découvrir ce monsieur. Nous sommes d'accord. Or, on s'aperçoit qu'il y en a 7 ou 8. Il y a peut-être eu un vice de forme.